Merci vraiment à vous. Ouais, vraiment super vite fait. Ça sera même à peine 10 minutes parce que je suis déjà très en retard moi aussi. Mais je suis très impressionné par le fait que tout le monde est resté et pas en train de remuer sur son fauteuil. Et je pense que ça illustre la qualité des échanges et des illustrations et comment tout ça a été concret. Et moi, je redoutais un peu de me trouver avec l'intro et la conclusion parce que j'ai plein d'autres trucs à faire. Je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que je vais faire pendant 2 heures entre les deux? Et en fait, je me suis pas ennuyé. Voilà. Donc, et comme j'ai pas de smartphone, en plus, j'ai pas pu me promener sur Internet pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce que je retiens en fait? Moi, je retiens. Ça a été dit à un moment. Je crois que ça a été dit par Monsieur Desfages. D'ailleurs, merci pour la carte postale sur École Centrale. Ça m'a rappelé ma jeunesse. On n'a plus de choix. On n'a plus le choix. Donc il va falloir transformer nos habitudes, il va falloir transformer nos modèles économiques. Ce ne sera pas simple. Mais il y a plein de co-bénéfices. Il n'y a pas que des bénéfices environnementaux. Vous savez ce que c'est un co-bénéfice? Un co-bénéfice, c'est dire si je prends mon vélo à la place d'une voiture, bah, non seulement j'ai économisé des gaz à effet de serre, blablabla, mais en plus, du coup, je suis en forme, ou je suis plus en forme sur mon vélo et j'ai moins besoin de me soigner, je tombe moins malade, etc. Il y a des statistiques là-dessus. Donc là, les co-bénéfices du réemploi, bah, on en a parlé un peu. Alors il y a des versions un peu très haut niveau sur la balance commerciale, mais on a vu qu'il y avait des co-bénéfices sur l'emploi local, sur la redynamisation des territoires, la résilience ou la réactivité, la capacité finalement à dire bah oui, je vais trouver un truc pour dépanner telle ou telle personne qui se retrouve coincée. Il y a des questions aussi de co-bénéfices d'intelligence, incroyable l'intelligence qu'il va falloir mettre en œuvre pour faire tout ça. Et du coup, cette intelligence, elle crée aussi l'enthousiasme. Vous l'avez vu là, cet enthousiasme incroyable, cette envie. Et du coup, qui recolle sur les questions de dire qu'est-ce que je fais de ma vie, c'est quoi les actions que je peux avoir au quotidien. Et pour les entreprises, c'est aussi la question effectivement de la marque employeur, on pourrait dire, le fait d'attirer les personnes. Donc c'est tout ça, ce sont tous ces co-bénéfices, et je dois en oublier aussi un certain nombre, je suis sûr, que peut générer le réemploi. Deuxième remarque, c'était une remarque sur le fait que, avant de réemployer, on essaye quand même de faire durer. Hein, ça a été quand même dit, c'est d'abord l'enjeu de l'économie circulaire, c'est d'abord la réparation, l'entretien, le bon niveau de maintenance avant de remplacer. Alors évidemment, parfois, comme pour un réfrigérateur, des fois le truc il a 25 ans, il ne faut pas forcément le faire durer parce qu'il consomme beaucoup trop d'électricité par rapport au réfrigérateur d'aujourd'hui. Voilà, mais c'est sans doute un peu différent dans les métiers du chaud-froid plus industriel, on va dire, ou à plus grande échelle. En tout cas, voilà, ça c'est intéressant. Et on n'est pas forcément frappé effectivement de la même obsolescence que dans plein d'objets du quotidien, les vêtements, les smartphones, je ne sais pas quoi, où la première obsolescence, c'est l'obsolescence marketing, c'est l'obsolescence des désirs. Quand vous changez de téléphone, pas parce qu'il est en panne, vous changez de téléphone parce que c'est cool d'avoir le téléphone pliable 5G qui vient de sortir. Okay, donc là, dans ces métiers techniques, on n'a pas ce sujet-là. Moi, j'ai ma chaudière qui est tombée en panne. Je me suis aperçu qu'il y avait une carte électronique qui faisait 20 cm par 20 cm juste pour dire allume-toi, éteins-toi, avec un thermostat d'ambiance. Mais il a fallu changer toute la carte électronique parce qu'il y avait peut-être un petit truc dessus qui était en fait tombé en panne. C'était pas un truc qu'on pourrait refabriquer avec une imprimante 3D, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, mais c'est un truc, voilà, ça se commande par 1000 en Chine, et donc, et puis après, il faudrait un gars magique avec des doigts magiques pour réparer ça. Et pourtant, moi, ça ne m'a pas apporté de confort supplémentaire, ça ne m'a pas apporté de plaisir supplémentaire. Troisième sujet, ça a été pas mal dit, c'est sur le rôle des uns et des autres. Donc, rôle des maîtres d'ouvrage, ça a été dit. Si le maître d'ouvrage ne veut pas se faire opérer, ça ne va pas se passer. La chirurgie ne marchera pas bien. Donc, les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, que ce soit des grands, des petits, jusqu'à les utilisateurs, évidemment, aussi, quand on ne sait pas les maîtres d'ouvrage. Et puis, évidemment, les maîtres d'œuvre, l'articulation, la pluridisciplinarité. Nous, chez AREP, on est pluridisciplinaire, architecte, ingénierie, etc. On a un peu toutes ces spécialités. Et on essaye de travailler justement ce décloisonnement qui est absolument nécessaire, comprendre les métiers, les contraintes des autres pour réussir à faire ça. La question de la prise de risque, il y a quand même un petit peu de prise de risque, un peu d'injonction contradictoire parfois. Il y a des arbitrages à faire, c'est pas évident. Il faut choisir ses combats, choisir les buts de guerre. Mais il faut ajouter la puissance publique. La puissance publique, alors sur le normatif, ça a été dit un peu, le normatif, le réglementaire, mais il y aura aussi le fiscal. Parce que, ok, ça peut marcher dans toute une série de cas de dire ça sera moins cher, on fait du réemploi et ça soit moins cher, mais il y a plein de cas où c'est une peine et faire du réemploi, c'est plus cher parce que justement, il y a stockage, il y a transport, il y a nettoyage, il y a plein de choses. Donc tant que les ressources et l'énergie ne valent rien, ça vaut rien les ressources et l'énergie. Okay, il y a 2 € de matière première dans un smartphone.
2 euros, tout inclus. D'accord ? Ils voulaient vendre beaucoup plus cher pour plein de raisons, hein, pas juste pour le marketing et la marge. Hein. Il y a aussi des usines à fabriquer, tout ça. Mais c'est quand même c'est ça le truc. Et ben, à ce prix-là, vous ne mettrez jamais quelqu'un qui a un tournevis, une pince à épiler, à bien tout dévisser, tout démonter. Voilà. Donc, il faut que la puissance publique, elle vienne rétablir un équilibre plus fort. C'est son boulot, c'est la seule manière de faire. On peut se dire le marché va suffire. Le renchérissement des matières premières, etc., finira par faire cet équilibre. Moi, je ne pense pas, parce qu'on est trop loin. Donc il faut à un moment réussir à mieux valoriser, en quelque sorte, l'intelligence humaine, le travail humain, et au contraire, au détriment, quelque part, de la consommation linéaire de ressources et d'énergie. Et que ça aidera à faire de la déconstruction, ça aidera à faire du remploi. Ce n'est pas la solution miracle, mais ça fait partie du panel des solutions à mettre en œuvre. Et puis un dernier point, c'était, on n'a pas tout à l'heure de construire moins, consommer moins, c'était un peu stressant là, avec l'ADEME qui disait qu'on allait tomber à 2000 logements neufs en 2050 versus 350 000 qu'on fabrique aujourd'hui. Et en plus, on dit que 350 000 logements, c'est trop. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. D'abord, il y a des évolutions démographiques, il y a la décohabitation, ce qu'on appelle la décohabitation, ça va se terminer, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins nombreux dans les mêmes logements parce qu'il y a du vieillissement, il y a plein de raisons sociologiques à tout ça. Il y a plus de logements étudiants, on habite moins chez ses parents, peut-être moins longtemps, enfin quand on en a les moyens. Bref, ce truc-là, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste une histoire d'adaptation, c'est juste une histoire de vitesse à laquelle on va, des métiers qui vont muter. Vous allez choisir des bons métiers, c'est certain. Ça a été dit tout à l'heure. Mais de toute manière, la croissance s'arrêtera. Ce qu'on appelle la croissance économique s'arrêtera. D'accord ? Juste parce que vous vous rappelez mon exponentiel tout à l'heure en disant ça doublait tout le temps. Avec un certain pas de temps, là, avec la consommation de matières premières et avec les contaminés du Covid-19, eh bien, voilà, on ne va pas faire 2% de croissance par an ad vitam aeternam, pendant des siècles et des siècles. Si je faisais juste 2% de croissance par an, en l'an 3020, dans 1000 ans, j'aurais multiplié le produit intérieur brut par 390 millions. Excusez-moi du peu, vous voyez, c'est un peu stupide. Pourquoi ça fait un chiffre pareil ? Parce que tous les 37 ans, ça double. Vous vérifierez 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Quand vous arrivez à 1000, ça fait fois 390 millions. Donc la croissance va s'arrêter. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas grave qu'il n'y ait plus augmentation des flux de matière, d'énergie et même de certains flux économiques qui sont liés à ça. C'est pas très grave, ça change pas grand-chose. Moi, ma chaudière, j'ai contribué au produit intérieur brut en changeant la carte électronique de ma chaudière, mais je ne l'aurais pas changé. Il y aurait eu moins de produits intérieur brut et le pays complet, et même moi, on s'en serait porté à peu près pareil. Donc, on va inventer des nouveaux modèles, effectivement. Il faudra que ce soit des modèles économiques d'entreprise, puis sans doute des modèles plus macroéconomiques de pays et de fonctionnement, mais ça va se passer. Et quelque part, même si j'étais très... branché innovation, je dirais, c'est ce qu'on appelle la destruction créatrice schumpeterienne, vous savez, c'est de dire, il y a des trucs qui disparaissent, voilà, c'est plus supportable, c'est plus sympa, et puis il y a d'autres trucs qui apparaissent, et ça va bouger, et ça peut bouger assez vite, ça bouge très vite. On parlait tout à l'heure des réglementations, des décrets qui avaient fusé à toute vitesse. Regardez l'évolution des mentalités, des pratiques, du débat public en l'espace de quelques années. Ce que nous fait aussi le petit coup d'accélération de crise comme la crise ukrainienne ou la crise sanitaire, hein, sur la pratique du vélo, sur le télétravail, sur la bienveillance, sur la capacité à attendre un truc qui ne va pas arriver tout de suite, etc. C'est incroyable. Donc ça va bouger très très vite et ça va continuer. Et on va s'inscrire, vous allez vous inscrire dans cette logique. Et ce n'est pas très très grave, ça va bien se passer. Et vous trouverez, je suis sûr, beaucoup de plaisir, d'enthousiasme, d'envie, d'intelligence dans le fait de se projeter tous ensemble dans l'action. Voilà, merci.